La division Z, créée en 1945 à Los Alamos, avait pour mission l'assemblage, le test et la production de bombes atomiques, tout en étant entourée d'un fort niveau de secret. Officiellement, dédiée à la physique nucléaire, certains pensent qu'elle aurait aussi servi à dissimuler le stockage de technologies ET. Son nom viendrait de Gérald Zakaria, donc le Z de son nom de famille, un scientifique proche d'Oppenheimer qui supervisa brièvement son transfert avant de retourner à l'université. Ici, sur la droite, nous voyons une photo qui représente Zakaria versant un produit chimique lors d'une expérience de faisceau moléculaire. La division Z de Los Alamos aurait été impliquée non seulement dans les projets nucléaires, mais aussi dans l'étude de débris d'ovnis récupérés, d'artefacts extraterrestres et même dans la détention du tout premier ET vivant capturé en 1949, surnommé EB-1. Ce dernier, doté de puissantes capacités psychiques, aurait été profondément effrayé par les humains, plus encore que ceux-ci ne l'étaient de lui. Le TA-49 au laboratoire national de Los Alamos est une zone hautement sécurisée, remplie de structures mystérieuses. Entourée de clôtures et de barrières temporaires lors d'expériences, elle protège contre les niveaux d'énergie dangereux. Ce site, situé sur la Mesa de Frioli, près du monument national de Bandolier, serait aussi l'un des lieux présumés de réunion du groupe secret MJ12. Le monument national de Bandelier est un site protégé situé au Nouveau-Mexique, non loin de Los Alamos. Il est surtout connu pour ses habitations troglodytes ancestrales creusées dans la roche volcanique par les peuples autochtones pueblos. Dans certains récits liés au programme secret, justement, ce lieu calme et isolé aurait aussi été utilisé, selon des témoignages, comme point de rencontre discret pour des membres du MJ12. Un prototype de technologie issue de programmes secrets, potentiellement liés à l'énergie 2.0, au système de propulsion non conventionnel ou à des applications militaires avancées. Là, en fait, Hamilton nous dit qu'il a reçu un diagramme provenant d'une source confidentielle du laboratoire de Los Alamos et cela représente une tentative du laboratoire de faire de l'ingénierie inversée sur un dispositif énergétique extraterrestre appelé Crystal Rectangle, rectangle de cristal. Ce dispositif utiliserait un isotope rare d'hydrogène comme catalyseur pour extraire l'énergie du vide. Les détails sont très secrets, mais cela suggère une technologie extrêmement avancée. Il y aurait plusieurs artefacts similaires au Crystal Rectangle, au Sea Air, conservés à Los Alamos, dont les scientifiques ne comprennent pas vraiment le fonctionnement. L'isotope rare d'hydrogène qu'ils testent dans l'espace semble, par contre, inépuisable. Selon le scientifique qui a divulgué ces informations, il faudrait abandonner les théories actuelles pour tout recommencer à zéro. En 1969, un dispositif énergétique ET. Je suis désolée. Oh putain, pardon. J'y arrive pas ce matin. C'est pas croyable. Non, mais parce que je me suis fait striker et encore striker et encore striker. Alors, j'ai dû recommencer à faire les épisodes, mais je sais pas combien de fois. Et là, ce matin, je reprends là bah, pour la deuxième partie et, et je galère là. Bon, allez, allez, oh, un dispositif en 19 En plus, le sujet, il est sérieux. Bon, en 1969, un dispositif énergétique. Oh là là, je crois que ça va être mon premier passage que je vais mettre dans les parodies. Bon, en 1969, on n'avait pas compris, un dispositif énergétique extraterrestre surnommé Sea Air Crystal Rectangle a été remis au laboratoire de Los Alamos. Ce Sea Air désigne un rectangle de cristal capable de générer une énorme quantité d'énergie. Cependant, les scientifiques n'ont jamais pu le dupliquer ni comprendre son fonctionnement en raison de la complexité de l'isotope hydrogène utilisé. Des documents top secrets liés à ce dispositif ont fuité, suscitant l'intérêt de la CIA et du FBI.
Malgré ça, ces informations étant désormais publiques, il sera bien difficile pour eux de les contenir. Selon Bill Hamilton, le docteur Christopher Green est un médecin ayant travaillé pour la CIA, spécialisé en neurophysiologie et impliqué dans des programmes classifiés, notamment liés aux phénomènes paranormaux, aux ovnis et à l'ingénierie inversée. Il a été médecin conseil au sein du programme WareDesk de la CIA dans les années 70 et 80, s'occupant entre autres de dossiers impliquant des contacts T, les effets physiologiques des abductions ou encore des recherches sur la conscience. Il est aussi cité par certains chercheurs comme ayant eu accès à des informations sur des corps extraterrestres récupérés. Et ce dernier avait été informé du Sea Air. Hamilton l'évoque comme quelqu'un de très sérieux, souvent en lien avec des projets comme Stargate, la vision à distance, le MJ-12 ou encore certaines parties du programme S4. Il est souvent entouré de mystères, mais son nom revient fréquemment dans les récits de chercheurs d'informations confidentielles. Alors, Jack Schulman, PDG de l'American Computer Company, a affirmé que sa société avait rétro-ingénieré un condensateur de transfert à partir des débris du crash de Roswell. Ce composant, surnommé TCAP, pourrait stocker 90 gigas dans un dispositif informatique. Et apparemment, ça, c'est juste énorme. Schulman a publié ces informations dans les années 90 et il voulait le commercialiser, ce qui a suscité beaucoup de controverses. Il a été pris dans plusieurs conflits car tout le monde n'était pas vraiment d'accord avec ça. Bien que certains pensent qu'il s'agissait d'un canular, l'idée d'une technologie issue de Roswell reste, on le voit bien maintenant, légitime. Bill House, ça n'était pas son vrai nom, était ingénieur en mécanique et l'un des premiers, après Bob Lazar, à avoir parlé de son travail qui portait sur un simulateur de vol. Et voici un dessin, celui de gauche. C'était pour former des pilotes au pilotage de soucoupes volantes avant qu'ils ne se lancent dans une vraie soucoupe. Et ils étaient sur un cadran pour qu'ils puissent s'incliner jusqu'à 65 degrés. Bill House a aussi collaboré avec un extraterrestre nommé Jared pour développer le simulateur de vol permettant d'entraîner des pilotes à manœuvrer des avions furtifs. La communication avec Jared se faisait par télépathie, nous dit-on. Mais Bill House, lui, dira que c'était grâce à une technologie extraterrestre adaptée aux humains. Il a raconté que 4 extraterrestres étaient à bord du vaisseau récupéré et ont été transportés à Los Alamos pour des tests. Une zone spéciale y a été aménagée pour eux. Et des scientifiques ont tenté de communiquer avec l'un d'eux, les autres ne voulant pas parler, surnommé Gerald par télépathie. House était initialement sceptique à ça, mais a fini par constater que cette forme de communication fonctionnait bel et bien. Toujours ce même Bill House a affirmé que les extraterrestres utilisaient le bore dans un dispositif de fusion avec de l'hydrogène. Ce carburant non radioactif, nous dira-t-il, produisait uniquement de l'hélium sans neutrons lorsqu'il fusionnait, offrant une source d'énergie propre et efficace. Quant à Eric Cornell, physicien des plasmas, aurait évoqué l'intérêt des extraterrestres pour un réacteur de fusion utilisant de l'hydrogène et du bore. Ce carburant, nous dit-il, non radioactif, ne produit que de l'hélium, sans neutrons ni résidus, offrant ainsi une source d'énergie propre aux multiples applications. Tous deux pensent que le bore est l'une des choses qui intéressent les ET ici, sur notre planète. Voici l'appareil. Ici, un document officiel daté du 10 mai 1983, mentionné par Bill Hamilton et transmis à John Greenewald, semble établir un lien clair entre le projet Aquarius et les ovnis. Alors, ce John Greenewald est un chercheur américain spécialisé dans les phénomènes aériens non identifiés et les dossiers gouvernementaux classifiés. Il a pu obtenir des documents officiels en utilisant, dès son plus jeune âge, la loi sur la liberté d'information. Il a créé un site web qui s'appelle The Black Vault, qui est en ligne, hein, tu peux aller le consulter si tu veux, qui héberge une vaste archive de plus de 3 millions de pages de documents déclassifiés.
En 2015, il avait publié plus de 130 000 pages de documents déclassifiés de l'US Air Force par rapport aux ovnis et d'autres sujets comme le MJ-12, par exemple. Donc revenons à ce document. Il évoque la base de White-Patterson comme étant un centre de recherche sur une technologie d'origine extraterrestre. Ce serait donc l'une des premières confirmations officielles d'un tel lien. À ce moment-là, Hamilton nous donne plusieurs exemples de divulgation. Le docteur Dan Burich, anciennement Dan Crane, est un microbiologiste impliqué dans le projet Aquarius. Passionné de microbiologie depuis son enfance, il a été pris sous l'aile d'un directeur d'hôpital de pathologie en Californie, où il est né d'ailleurs, où il a perfectionné ses compétences sous la direction de médecins et scientifiques dès son plus jeune âge. Durant ses études à l'Université du Nevada à Las Vegas, Dan Burich a été approché par 3 hommes, se présentant comme des agents du renseignement naval. Ce service lui était inconnu, mais après vérification, il a découvert le Bureau des renseignements navals. Il a ensuite été recruté par eux en 1986. Bill Hamilton a été alerté par un document divulgué appelé le Doc 94. C'était le document le plus technique qu'il ait jamais vu, rempli de termes biologiques et microbiologiques. En 1999, il pensait avoir négocié un exemplaire du Doc 94 avec une personne utilisant le pseudonyme B.J. Wolf. Ce document faisait référence à une mystérieuse cité inca sur Mars. B.J. Wolf était l'auteur d'un livre, en fait, a découvert en écrivant qu'elle en apprenait de plus en plus sur Dan Burich, notamment son application sur le site S4 de la zone 51 et ses missions Black Ops. Constatant que son histoire n'était pas entièrement vraie, elle est venue demander de l'aide à Bill Hamilton en avril 2002 pour en savoir plus. Avant de partir pour Las Vegas, Bill Hamilton a été contacté par cette B.J. Wolf qui s'appelle Marcy, qui lui a arrangé une rencontre avec Dan Burich. Lors de leur première rencontre, dans une bibliothèque en avril 2002, Burich, nerveux, a rapidement rangé ses papiers en voyant Hamilton arriver. Après un bref échange, ils sont allés discuter en privé. Lors de leur première discussion, Dan Burich a surpris Bill Hamilton en révélant ses contacts avec des ET, expliquant que ces derniers renouvelant un traité tous les 9 ans. Il a aussi affirmé que ces ET seraient des humains du futur, provenant de 52 000 ans après une catastrophe ayant divisé le génome humain en différents types, comme les Giruds ou les Nordiques. Malgré l'absence de preuves officielles sur les diplômes de Dan Burich, Hamilton a retrouvé certains documents sous le nom de Dan Crane, qui indiquent ce qu'il dit être, un biologiste. Dan a déclaré à Bill qu'en 1995, il avait été sollicité pour un projet d'État à l'Université de New York, confirmant alors qu'il détenait un doctorat. Sa mère lui avait dit qu'elle avait reçu une copie du diplôme de l'un de ses courriers. C'est ce document-là que Dan avait remis à sa femme, qui l'avait aussitôt rangé dans un coffre-fort, le rendant inaccessible pendant tout ce temps. Alors, UNLV, Université du Nevada de Las Vegas. Bill Hamilton confirme que Dan Burich est diplômé de l'Université de Las Vegas et possède même une photo qu'il montrera ici lors de la conférence de Dan Burich dans un laboratoire de chimie. Marqué par la perte de son grand-père atteint d'un cancer, Dan voulait devenir médecin et s'est orienté vers la biochimie. Refusant de falsifier des résultats d'expériences sur des souris, comme le lui demandait un professeur, il s'est fait blacklister. Suite à ça, il a dû quitter le programme, est rentré chez lui et, avec son père, il est allé s'inscrire en psychologie pour terminer ses études, son diplôme. Entre 1992 et début 1995, Dan Burich vivait en ville et n'était appelé AS4 qu'occasionnellement pour des consultations. Il avait un emploi dans la sécurité au sein du département du shérif tout en recevant un soutien discret du Majestic, sans trace officielle, surtout depuis que Bob Lazar avait parlé publiquement. Burich, suivant un conseil reçu directement du Gerard, a exploré le substrat rocheux ancien de Frenchman Mountain à l'est de Las Vegas, curieusement près de la maison de John Lear. En analysant un échantillon récolté sur place au microscope, il a découvert une particule extraordinaire qu'il a appelée la particule de Ganesh.
Cette découverte deviendra centrale dans le projet Lotus. Selon Hamilton, notre enquêteur, ils ne savent pas exactement ce qu'est la particule de Ganesh. Ils pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme microscopique de foudre en boule ou de plasma. Ce qui est fascinant, c'est que cette particule semble porter un programme. Elle apparaît lorsqu'un cristal est stimulé électriquement à une certaine tension, et cela ouvre un portail. Burish a découvert que la particule de Ganesh pouvait réparer une cellule endommagée. Elle crée une sorte de pont qui se connecte à la cellule et la régénère. Il pense même que sur n'importe quelle planète où il y a du dioxyde de silicium, donc de l'oxygène et des cristaux, ces particules pourraient naturellement apparaître. Selon lui, elles seraient à l'origine des toutes premières formes de vie, les cellules simples appelées prokaryotes. Bill Hamilton a étudié la biologie moléculaire à l'UCLA, donc ses connaissances lui permettent de comprendre et d'approuver ce que Dan Burish avance sur la particule de Ganesh et sa capacité à régénérer les cellules ou même initier la vie. Il a conclu que l'ADN, même les parties dites poubelles, jouent un rôle crucial en produisant des molécules comme des protéines, les acides aminés essentiels à notre corps. Pour lui, cela montre que l'univers entier est régi par un code, des lois qui s'appliquent de l'infiniment petit à l'infiniment grand, suggérant une intelligence derrière tout ça. Sous la montagne de Papoose, le site S4 abrite 9 hangars. Tu te souviens, on l'avait vu, chacun contenant un disque extraterrestre. C'est là que Bob Lazar a travaillé, explorant les systèmes de propulsion. Les réunions révélaient l'évolution des ET sur les 10 000 dernières années et 15 ans d'échanges technologiques avec les scientifiques de S4. Ici, un dessin de Bob Lazar qui montre le premier niveau de Papoose Mountain, Papoose Lake étant de l'autre côté des montagnes. Il s'agit d'un laboratoire contenant 9 hangars avec 9 disques dont on ne sait, comme l'a dit Dan Burish, comment nous les avons acquis. Lazar avait travaillé sur un modèle sportif. Dan avait travaillé dans les niveaux -4 et -5. Tu te rappelles, ça aussi on l'avait vu. Dans les laboratoires de biologie de S4. La désignation qui apparaissait sur son badge indiquant ETL a été modifiée en EBL. ETL signifiant laboratoire extraterrestre, modifié donc en laboratoire biologique extraterrestre. Ce dessin a été fait selon la description de Dan Burish de S4 où ils ont installé des laboratoires de biologie dans un niveau spécial, le 5, où un ascenseur descend en biais contournant le niveau 4 pour descendre au niveau 5, dans lequel il y avait une salle environnementale dans laquelle se trouvait le Gerard, qui souffrait d'une neuropathie, d'une sorte de dégénérescence de son système. Il y avait une suite appelée la suite des ambassadeurs, depuis laquelle on pouvait voir et entendre Dan Burish intervenir avec le Gerard. Ceci est un dessin que Dan Burish a réalisé du Gerard malade de Zeta Reticuli. Burish dit « Au départ, on m'informa que Gerard était un ET, plus précisément du système Zeta Reticuli 1 et 2, un système binaire, plus particulièrement de Reticuli 4, c'est-à-dire la 4e planète d'un des 2 soleils. En vérité, je n'en avais aucune idée, mais cela a été confirmé à l'heure actuelle que c'était bien Reticuli 4, mais je n'avais aucune idée sur le comment il était arrivé. Ici, c'est une carte des étoiles de Zeta Reticuli 1 et 2. 16 étoiles, y compris notre Soleil, sont toutes de classe G, similaires, qui pourraient soutenir la vie. Notre Soleil est à la limite du groupe avec Eridani 82, Gliese 86 et Zeta Reticuli près de la région centrale. Hamilton parle en fait d'une carte astronomique de décembre 1974, la carte des étoiles dessinée par Betty Hill sous hypnose dans le cadre du célèbre cas d'abduction des Hill, Betty et Barney Hill, l'un des premiers cas d'enlèvement extraterrestre largement médiatisé. Cette carte a été publiée en décembre 1974 par Marjorie Fish, une astronome amateur qui a tenté de recréer en 3D la position des étoiles que Betty aurait vues à bord d'un vaisseau ET. Marjorie Fish a identifié que le schéma ressemblait à une perspective depuis Zeta Reticuli, d'où l'idée que les entités venaient de là. C'est pour ça qu'on appelle souvent ce schéma la carte de Zeta Reticuli ou encore la Betty Hill Star Map.
À l'adolescence, Dan Burish, alors connu sous le nom de Danny Crane, se distingue par ses talents scientifiques hors normes. Oui, je te reparle de Dan Burish parce que je ne t'avais pas tout dit. Il devient le plus jeune membre de la Société microscopique de Los Angeles, une communauté prestigieuse de scientifiques et de chercheurs. Comme preuve, il remet à l'enquêteur Bill Hamilton une carte de membre datée de 1980, signée de sa main. Cette affiliation lui ouvre les portes de Linden Research Inc., une structure basée à Dover, dans l'État du Delaware. Il y termine ses études secondaires tout en travaillant dans les laboratoires de recherche, posant les premières pierres de son parcours scientifique. Et au cours de ses recherches, Burish observe un phénomène vraiment extraordinaire, l'émergence de ce qu'il nomme des particules de Ganesh à travers un micro-portail ou micro-trou de verre, reliant notre réalité à une autre dimension. Ces particules énigmatiques, visibles par micrographie, enfin des images au microscope, semblent dotées de propriétés régénératives exceptionnelles, capables de restaurer des cellules endommagées, quoi. Selon lui, cette découverte relierait biologie avancée et physique multidimensionnelle, ouvrant une nouvelle compréhension du vivant à travers les ponts interdimensionnels. Dans le cadre du projet Lotus, Dan Burish élabore un schéma qu'il nomme hyperespace sur Terre. Ce concept illustre un phénomène où, sous certaines stimulations, un vortex interdimensionnel s'ouvre dans l'espace. De ce vortex émerge la particule de Ganesh, dotée de propriétés régénératives. Pour Burish, ce processus ne relève pas seulement de la science, mais provient d'une source divine. Il voit dans ce mécanisme la manifestation d'une intelligence supérieure à l'œuvre dans la structure même du vivant. Ici, de nouvelles images microscopiques des particules Ganesh. À l'origine de cette découverte, des émissions lumineuses observées lors de l'ouverture d'un portail ont conduit notre cher enquêteur Bill Hamilton à s'intéresser aux biophotons. Il soumet alors à Dan Burish un article scientifique sur le sujet que ce dernier intégrera par la suite à la description du processus Lotus. Les biophotons sont émis par le noyau des cellules, dans l'ADN. Les deux avancent l'idée que ces biophotons pourraient former un système de communication cellulaire non seulement à l'intérieur du corps, mais aussi à l'extérieur. Cette découverte vient enrichir le processus Lotus et la compréhension de la mystérieuse particule de Ganesh révélée lors des ouvertures de vortex. En 2005, Dan Burish, désormais retraité émérite du MJ12, se prépare à poursuivre des recherches privées et attend de nouvelles découvertes avec impatience. Lors de leur première rencontre, Hamilton l'avait trouvé à la tête du projet Lotus en tant que directeur scientifique. Toujours animé d'un esprit vif, Burish continue d'explorer en profondeur les mystères de l'univers. Hamilton nous dit ici, pour finir, clôturer sa conférence, il nous parle en fait de son ouvrage qu'il a écrit, Project Aquarius. Quant à moi, eh bien, je te dis à plus tard. Bye bye.